Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Il y a eu un regain de tension au niveau de la Casamance avec le décès d'un soldat sénégalais. L'armée a fait un communiqué et des blessés, je pense au nombre de 6. Ousmane Sonko a eu l'occasion pour la première fois après cette tragédie de prendre la parole pour au moins au nom du gouvernement présenter ses condoléances aux forces armées, ces vaillants militaires et soldats au niveau de nos frontières, saluer la mémoire du décédé, prier pour les blessés. Il ne l'a pas fait. Tout le monde sait que dans le monde rural, aujourd'hui, on vit la pire crise agricole du Sénégal. Il y a une mévente de l'arachide qui a installé le monde rural dans une préoccupation forte de revenus et d'écoulement de leurs produits après 3 mois de dur labeur. Ousmane Sonko n'en a cure. Il n'en parle pas. Il ne sait pas trouver des solutions. Il invente pour demander à la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes, ce que la Sonacos n'a jamais pu faire au moment où la Sonacos était la Sonacos. Je ne parle pas de la crise universitaire. Aucune solution. Aujourd'hui, c'est l'impasse. Je ne parle pas des plans d'action des syndicalistes. Aucune solution. C'est l'impasse. Des enseignants, c'est l'impasse. Ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de quoi? Et quand il prend la parole, malheureusement, on a l'impression que le Sénégal existe à partir de 2024. Je vais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est son annonce d'une enquête parlementaire. Tout ça, il le fait parce qu'il veut emmerder, il veut entraver la candidature de Macky Sall. En réalité, c'est ça. Donc, Luxar va y revenir. Je ne vais pas empiéter sur ce qu'il va dire. Donc, enquête parlementaire, pour la première fois, et je parle sous le contrôle d'un ancien président du groupe parlementaire, au Sénégal, qui est un pays organisé depuis 1960, nous avons 3 pouvoirs indépendants. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, qui exécute, qui fait l'action gouvernementale, qui mène la politique, qui apporte des solutions. C'est le président de la République et ses collaborateurs. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, qui juge. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir législatif qui légifère, qui vote les lois, qui contrôle l'action gouvernementale. Et au cœur de notre Constitution, il y a le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le président de la République, chef de l'exécutif, n'a pas le droit de donner des instructions à l'Assemblée nationale, à plus forte raison au Premier ministre. Ça viole la Constitution. Mais quand il le dit, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il est un Premier ministre du Sénégal, il ne peut pas donner des instructions à une Assemblée nationale indépendante, autonome, de constituer un groupe parlementaire ou une commission d'enquête. C'est très grave. Or, depuis 1789, Déclaration des droits de l'homme, il est dit à l'article 16 de cette déclaration que les sociétés qui ne garantissent pas les droits fondamentaux de l'homme et qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs n'ont pas de constitution. C'est-à-dire, même si tu as un papier, c'est un papier, mais on ne peut pas l'appeler constitution. Donc lui, il transforme notre constitution en papier. Ne respecte pas la séparation. Or, dans le règlement intérieur, comme dans la Constitution du Sénégal, article 85, etc., 70, 48 règlement intérieur, la commission d'enquête est une initiative exclusivement de l'Assemblée nationale. Exclusivement. Qui vote par une résolution la mise en place d'une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête ne sanctionne pas. Cette commission d'enquête ne situe pas des responsabilités.
Cette commission d'enquête ne peut pas se substituer à la justice. Ça aussi la réalité. Donc quelqu'un disait, je pense que c'est Yorodia, qu'Ousmane Sonko doit apprendre à connaître notre État. On ne peut pas être Premier ministre du Sénégal, ignorer la Constitution et notre État. Le deuxième point, c'est sur, de manière générale, la communication gouvernementale, qui est chaotique. C'est une catastrophe. Quand un Premier ministre prend la parole au Sénégal, il ne s'adresse pas, ce n'est pas un exercice banal de communication interne. Il parle aux investisseurs, il parle aux Sénégalais, il parle au marché financier, il parle au marché boursier, il parle à la communauté internationale. C'est pourquoi la communication gouvernementale elle est importante. C'est un code. Et lui, il ne respecte aucun code de communication gouvernementale. Il est toujours dans la communication conflictuelle, qui n'apaise pas, qui n'apporte pas de solution. Quand on l'écoute, on a peur. Il doit comprendre que quand il prend la parole, ce n'est plus le président de PASTEF, ce n'est plus Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, c'est le Premier ministre du Sénégal qui s'adresse aux Sénégalais et à l'opinion internationale. Et maintenant, la communication, c'est un élément stratégique de gestion de nos pays. On n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut. Je vais donner deux exemples. Ces problèmes de renégociation, je pense que c'est Mbouch qui en a parlé. Il faut être extrêmement prudent en termes de perception que les investisseurs vont avoir sur l'État du Sénégal et sa volonté. Un État de droit, c'est un État qui respecte la force obligatoire des contrats souscrits légalement, ce qui est le cas. Il n'y a aucun contrat pétrolier, minier, gazier, infrastructure au Sénégal qui a été signé sans le respect de la loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, dans le code pétrolier, on a un exemplaire de contrat. Dans le code minier, on a un exemplaire de contrat. C'est pour dire, quand vous devez signer un contrat, voilà au moins les bases pour signer le contrat. Ce qu'on a fait, Mbouch était témoin en 2016, quand il y a eu des annonces de découverte de pétrole et de gaz, le dispositif stratégique qui a été mis en place par le président Macky Sall et son équipe, il est unique. Et d'ailleurs, c'est un ministre qui le dit. Le ministre Birame Souleye qui rend hommage à ce qui a été fait comme travail. Sur le terrain, on a entendu n'importe quoi. 2 000 milliards, 3 000 milliards, etc. Le meilleur témoignage est venu aujourd'hui du ministre des Infrastructures et des Transports. Nous, on a négocié, on a renégocié plusieurs contrats. Le terre, on l'a négocié. Sans bruit. La concession autoroutière, on l'a négocié. Avec un partenaire. Sans problème. Le péage, les prix, les tarifs, on l'a fait sans difficulté. Mais parce qu'un gouvernement, il ne proclame pas. Il n'est pas constamment dans la proclamation et dans le populisme. Il faut faire un travail discret mais efficace qui impacte la vie des populations. C'est ce que nous avons fait. On l'a toujours fait. Et ces contrats sont les meilleurs contrats au monde. Quand je vous parle, il ne peut pas, et la loi l'interdit. Quand on regarde le code des obligations civiles et commerciales, qui est la base des contrats, l'article 97 dit « Vous ne pouvez pas unilatéralement résilier ou réviser un contrat. » Ce n'est pas possible. Particulièrement dans les contrats pétroliers, où il y a une clause de stabilité qui interdit de remettre en cause, parce que les investisseurs qui viennent, 4 000 milliards, 5 000 milliards, en confiance à la loi qui est là, actuelle, en confiance à un gouvernement qui signe une convention, mais ils vont prendre toutes les dispositions pour s'assurer que cette convention ne sera pas torpillée ultérieurement. Ce qui va se passer, c'est 2 événements, ou 3, ou 4 même. Quand ils continuent à avoir ce discours, il y a ce qu'on appelle l'effet de renchérissement des capitaux. C'est-à-dire que le Sénégal va être perçu comme un risque pays majeur. Et c'est arrivé.
aujourd'hui, on a les intérêts les plus élevés de la place africaine. Aujourd'hui, quand le Sénégal emprunte, c'est comme si c'est un pays en guerre qui emprunte. Parce que le taux d'intérêt, il est arrimé à un risque. Autant le risque est élevé, autant le taux d'intérêt est élevé. Parce que les gens, ce n'est pas des humanitaires, ils viennent pour gagner de l'argent. Deuxième effet, c'est l'endiguement économique. Et on y est de plein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un repli économique évident. On perd des emplois, les sociétés ferment, les gens se déplacent, parce qu'il y a d'autres places beaucoup plus nobles, beaucoup plus réceptives aux investissements que le Sénégal. Nous, on était pendant 10 ans la destination principale des investissements directs étrangers. Pendant 10 ans, devant le Maroc. Il n'y avait que l'Afrique du Sud, je pense, et l'Égypte, et on n'est pas comparable en termes d'espace, qui étaient devant le Sénégal. On était la première place en Afrique subsaharienne, pendant 10 ans. Presque on absorbait plus de 2,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. C'est ce qui faisait que le Sénégal marchait. C'est ce qui faisait qu'on avait des recettes, ce qui faisait qu'on avait la possibilité d'emprunter et de faire de grands projets sur les universités, sur beaucoup, les hôpitaux, etc. L'autre, c'est que quand on annonce comme ça des renégociations, on installe la peur dans le secteur privé. On installe la peur dans les entreprises. Parce que quand je commence par annoncer que je vais renégocier tel contrat dans le sens de resserrer, tout de suite, l'entrepreneur il est inquiet, il est dans l'attentisme parce qu'il ne va plus se projeter, parce que c'est incertain. Et l'incertitude, c'est le facteur le plus bloquant d'un investissement. Les employés se sentiront menacés, ils seront démotivés, etc., etc., etc. Après, il y aura une chaîne en cascade qui va faire que malheureusement, et c'est ça la réalité, notre dynamisme économique d'antan, on l'a perdu parce que simplement il y a eu des proclamations, en tout cas des annonces, voilà, dettes cachées qui n'existent pas, 1000 milliards, Mme Babou en a parlé, qui n'existent pas, des comptes fictifs, etc. C'est ça qui est à l'origine de cette perception négative de l'extérieur. Les gens, ils voient, ils regardent, ils écoutent, et en fonction de ce qui sort des communications, mais ils prennent les dispositions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'endettement du Sénégal, en tout cas en matière de taux, c'est le taux le plus élevé. Les gens ne viennent pas, ils sont à Abidjan, ils sont dans d'autres places, ils sont en Guinée, voilà, mais ils boycottent la place du Sénégal. C'est pourquoi vraiment je voudrais demander au gouvernement du Sénégal de revoir leur copie et de rectifier le tir pendant qu'il est temps. Tant que ces discours musclés, faits de brutalité, inutiles, seront tenus, on continuera à avoir des difficultés. Parce que personne ne va venir. Ce n'est pas l'État qui va solutionner le chômage. Il faut des partenaires. Un partenariat, c'est de l'intelligence, c'est de la courtoisie, c'est la confiance. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Seourou. Donc c'est sur la base de cette confiance qu'on peut avoir le progrès, qu'on peut avoir des partenariats solides, respectueux, inscrits dans la stabilité et qui permettent de gagner de l'argent. Et encore, je termine par ce terme. Un État n'est pas un épicier. On a gagné 1 milliard ici. Non, non, on aurait dû gagner 1000 milliards là-bas. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Un État est un partenaire du secteur privé. Or, Ousmane Sonko, quand on l'entend parler, on a l'impression qu'il y a l'État d'un côté, le secteur privé de l'autre, et on se boxe. Le secteur privé étant perçu comme des charognards, des vautours, des spoliateurs, voilà, qui vont vampiriser notre économie. C'est ça. On a l'impression que finalement, être un homme d'affaires qui gagne de l'argent, tu dois marcher sur tes petits pas. Or, on doit encourager le secteur privé, l'accompagner, lui permettre de gagner de l'argent, l'accompagner à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc, tant que ce discours de défiance, de remise en cause perpétuelle des engagements internationaux du Sénégal, ce qui va se passer, c'est déjà ce qu'on vit. Mais en plus, ces entreprises, c'est des entreprises solides. Ils ont les meilleurs cabinets au monde. Ils vont aller en contentieux. Dans tous les contrats pétroliers, c'est des contrats avec des clauses d'arbitrage. C'est-à-dire que ça ne se jugera pas ici. C'est à l'extérieur que ça se jugera. Et le Sénégal ne peut pas être membre de la Banque mondiale, être dans la MIGA, prendre des engagements pour protéger les investissements internationaux,
et ensuite avoir ce comportement vraiment de braconnier. Donc il faut arrêter. Et quelqu'un lui a dit, il faut commencer à apprendre. Comme nous avons la chance maintenant, aujourd'hui, nous avons changé de directeur de l'école du parti. Je salue aussi tous les efforts qui ont été faits par l'ancien et le travail qui a été fait. Les séminaires sont gratuits. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je vous invite à venir s'inscrire. Ça, on vous apprendra la doctrine de communication gouvernementale. On vous apprendra que la souveraineté économique n'est pas incompatible avec la préservation des intérêts du secteur privé. C'est ça que le Sénégal a compris depuis très longtemps. C'est ça qui nous permet de marcher, d'avancer.